Imagine un instant que tu te retrouves seul un soir d'hiver dans une maison silencieuse. Tu as vieilli, tes enfants ont leur propre vie. Quelque part loin, tes amis se sont éparpillés au fil des années. Et tu te posais cette question peut-être pour la première fois avec une vraie acuité, avec une vraie douleur, qui sera là pour moi? C'est une question que beaucoup d'entre nous repoussent. On la met dans un tiroir, on la couvre de bruit, d'activités, de projets. On se dit qu'on a le temps, qu'on verra plus tard. Mais le temps, lui, ne repousse rien. Il avance silencieusement et un jour, cette question revient plus forte, plus urgente, comme un invité qu'on n'avait pas invité mais qui frappe quand même à la porte. Aujourd'hui, je voudrais qu'on s'assoie ensemble avec cette question, pas pour avoir peur, pas pour dramatiser, mais pour regarder en face quelque chose que notre société préfère souvent ignorer, la solitude de la vieillesse et ce qu'elle révèle en profondeur de la façon dont nous avons vécu, dont nous avons aimé, dont nous avons s'entretenu ou négligé nos liens avec les autres. Je suis Christophe André, psychiatre et auteur, et depuis de nombreuses années, j'accompagne les personnes dans leur chemin intérieur. J'ai vu des hommes et des femmes de tous âges, de toutes conditions, traverser des moments de grande fragilité. Et parmi les thèmes qui reviennent le plus souvent avec une intensité particulière chez ceux qui avancent en âge, il y a cette peur profonde d'être abandonné, d'être oublié, de ne plus compter pour personne. Ce n'est pas une peur anodine. C'est une peur qui touche à quelque chose de très fondamental dans notre nature humaine. Nous sommes des êtres de lien. Nous avons besoin des autres pour survivre, oui, mais aussi pour donner un sens à notre existence. Et quand ce lien menace de se rompre, quand on pressent qu'on pourrait finir seul, quelque chose en nous tremble. Alors je t'invite aujourd'hui à rester avec moi pendant 7 heures. Prends le temps de t'installer confortablement. Laisse le monde extérieur s'éloigner un peu. Ce que nous allons explorer ensemble n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Et je te promets que nous n'allons pas rester dans l'obscurité. Nous allons aussi parler de lumière, d'espoir, de ce qu'il est encore possible de construire, quel que soit ton point de départ, commençons par quelque chose de simple. Une observation que j'ai faite au fil des années, dans mon cabinet, mais aussi dans ma propre vie. La vieillesse, dans notre culture occidentale contemporaine, fait peur. Non pas tant parce qu'elle est synonyme de mort, même si cette dimension est bien présente, mais parce qu'elle est associée à une perte de valeur sociale. Nous vivons dans des sociétés qui valorisent la jeunesse, la productivité, la performance. Être vieux, c'est souvent être perçu comme inutile, comme un fardeau, comme quelqu'un dont on doit s'occuper plutôt que quelqu'un qui peut encore apporter quelque chose. Cette perception est à la fois cruelle et fausse. Mais elle est profondément ancrée et elle a des conséquences réelles sur la façon dont les personnes âgées sont traitées, mais aussi sur la façon dont elles se perçoivent elles-mêmes. Je me souviens d'une patiente, appelons-la Marguerite, une femme de 78 ans, qui était venue me consulter non pas pour une dépression clinique, mais pour ce qu'elle appelait elle-même une tristesse de fond. Elle me disait « Je ne comprends pas pourquoi mes enfants ne m'appellent plus comme avant. J'ai l'impression d'être devenue transparente. » Comme si j'existais encore physiquement, mais que socialement j'avais déjà disparu. Ce que Marguerite décrivait, c'est quelque chose que les psychologues appellent parfois l'invisibilité sociale. Ces sentiments de ne plus être vraiment vu, vraiment attendu, vraiment considéré. Et ce sentiment, quand il s'installe, peut être dévastateur pour l'estime de soi, pour le sentiment d'identité, pour la santé mentale en général. Mais voilà ce qui m'a frappé en travaillant avec Marguerite. Quand nous avons commencé à explorer son histoire, à regarder comment elle avait construit ses relations au fil de sa vie, nous avons découvert quelque chose d'important. Marguerite avait toujours eu tendance à donner sans demander, à être présente pour les autres sans jamais exprimer ses propres besoins. Elle avait élevé ses enfants dans une forme de dévotion totale, mais en les habituant à recevoir sans réciprocité. Elle n'avait jamais appris à ses proches comment l'aimer parce qu'elle n'avait jamais montré qu'elle en avait besoin. Et maintenant, à 78 ans, elle se retrouvait seule avec l'addition de ces décennies de relations déséquilibrées. Et ce n'était pas un jugement sur Marguerite. C'est une observation sur quelque chose de très humain. Beaucoup d'entre nous construisons nos relations sur des bases qui semblent solides, mais qui, avec le temps, révèlent leur fragilité. Et la vieillesse est souvent le moment où ces fragilités deviennent visibles. Alors la première grande question que je voudrais qu'on explore ensemble, c'est celle-ci. Comment avons-nous construit nos liens ? Pas les liens superficiels, pas les connaissances, pas les collègues de travail qu'on voit tous les jours mais qu'on ne connaît pas vraiment, je parle des liens profonds. Des liens qui tiennent quand tout le reste s'effondre. Des liens qui résistent autant à la distance, aux malentendus, aux épreuves. Ces liens-là ne se construisent pas par accident. Ils se construisent par des choix répétés, par des investissements émotionnels, par une présence authentique. Et ils demandent quelque chose que notre époque n'encourage pas toujours, la vulnérabilité.
La vulnérabilité, c'est ce mot que beaucoup de gens entendent avec une connotation négative. Être vulnérable, c'est être faible, non, c'est montrer ses failles, s'exposer, risquer d'être blessé. Et dans une culture qui valorise la force, la maîtrise de soi, l'autonomie, la vulnérabilité est souvent perçue comme quelque chose dont il faut se protéger. Mais la recherche en psychologie, et en particulier les travaux de chercheurs comme Brené Brown, ont montré quelque chose de fondamental. La vulnérabilité est le fondement de tout lien authentique. Sans elle, les relations restent en surface. On peut se côtoyer pendant des années sans jamais vraiment se rencontrer. Pense à quelqu'un dans ta vie avec qui tu te sens vraiment proche. Quelqu'un à qui tu pourrais tout dire, ou presque. Quelqu'un qui te connaît dans ta vérité avec tes doutes, tes peurs, tes contradictions. Est-ce que tu vois cette personne? Est-ce que tu sens ce lien particulier? Maintenant, demande-toi, comment cette relation est-elle née? Je parie que quelque part dans son histoire, il y a eu un moment de vulnérabilité partagée. Un moment où l'un de vous a dit quelque chose de vrai, quelque chose de difficile et où l'autre a répondu avec bienveillance. Ces moments sont les fondations des liens durables. Et voilà la dure vérité que je veux partager avec toi aujourd'hui, avec toute la douceur dont je suis capable. Si tu te demandes qui prendra soin de toi dans la vieillesse, la réponse dépend en grande partie de ce que tu as semé tout au long de ta vie. Pas de tes possessions, pas de ton statut social, pas de ton compte en banque, mais de la qualité des liens que tu as cultivés, de la façon dont tu as été présent pour les autres, de la manière dont tu as su recevoir autant que donner. Ce n'est pas une sentence, c'est une invitation. Parce que si tu écoutes ces mots aujourd'hui, quel que soit ton âge, il n'est jamais trop tard pour commencer à cultiver différemment. Parlons maintenant d'un phénomène que j'observe de plus en plus souvent et qui me préoccupe profondément. Je l'appelle la solitude anticipée. C'est cette sensation, parfois diffuse, parfois très précise, que l'on ressent à un moment donné de sa vie, souvent autour de la cinquantaine ou de la soixantaine, où l'on commence à réaliser que les liens que l'on pensait solides sont en réalité beaucoup plus fragiles qu'on ne le croyait. C'est le moment où les enfants partent définitivement de la maison et où le couple se retrouve face à face, parfois pour la première fois depuis des années, et réalise qu'il n'a plus grand-chose à se dire. C'est le moment où un ami de longue date s'éloigne progressivement, sans raison apparente, et où on réalise qu'on n'a pas vraiment maintenu le lien. C'est le moment où on tombe malade pour la première fois sérieusement, et où on compte le nombre de personnes sur qui on peut vraiment compter. Et parfois, ce nombre est déconcertant de petitesse. Cette solitude anticipée n'est pas inévitable, mais elle est le symptôme de quelque chose. Elle révèle des choix qu'on a fait souvent inconsciemment sur la façon dont on a priorisé les choses dans sa vie. Le travail avant les amis, la performance avant la présence, l'autonomie avant l'interdépendance. Je ne dis pas que ces choix sont mauvais en soi. Le travail, la réussite, l'autonomie sont des valeurs importantes. Mais quand elles deviennent exclusives, quand elles prennent toute la place au détriment des liens humains, elles finissent par nous appauvrir d'une façon que l'argent ne peut pas compenser. Il y a une étude fascinante qui a été menée à Harvard, la Harvard Study of Adult Development, qui est l'une des plus longues études sur le bonheur jamais réalisées. Pendant plus de 80 ans, des chercheurs ont suivi des centaines d'hommes et de femmes, observant leur vie, leur santé, leur bonheur. Et la conclusion principale, celle qui a surpris même les chercheurs, c'est que ce qui prédit le mieux le bonheur et la santé à long terme, ce ne sont pas la richesse, la célébrité, le succès professionnel. C'est la qualité des relations interpersonnelles. Les personnes qui avaient des liens profonds, chaleureux, authentiques avec d'autres êtres humains vivaient plus longtemps en meilleure santé et se disaient plus heureuses. Celles qui étaient isolées, même si elles étaient matériellement à l'aise, vieillissaient moins bien, développaient plus de maladies et souffraient davantage. Ce n'est pas une surprise pour un psychiatre. Je le vois dans mon cabinet chaque semaine, mais entendre ces données scientifiques dire si clairement ce que l'intuition humaine a toujours su, ça a quelque chose de à la fois rassurant et troublant. Rassurant parce que ça confirme que le chemin vers une vieillesse digne et accompagnée est accessible à tous. Troublant parce que ça soulève la question. Pourquoi, si nous savons cela, continuons-nous à négliger nos liens? Si ce contenu te touche, si tu sens que ces mots résonnent avec quelque chose en toi, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer ce chemin ensemble. Chaque épisode est une invitation à mieux se connaître et à vivre plus pleinement. La réponse à cette question, pourquoi négligeons-nous nos liens, est complexe. Mais il y a plusieurs éléments que je voudrais explorer avec toi. Le premier, c'est ce que j'appelle l'illusion de la permanence. Nous avons tendance à croire que les personnes qui sont dans notre vie aujourd'hui seront toujours. Nos parents, nos amis, nos partenaires. Nous agissons comme si le temps était infini, comme si les occasions de nous rapprocher, de nous dire les choses importantes, de passer du temps ensemble seraient toujours disponibles.
Et puis un jour, elles ne le sont plus. J'ai un ami, appelons-le Michel, qui m'a raconté quelque chose qui m'a profondément touché. Son père était mort l'année précédente après une courte maladie. Et Michel me disait avec une voix étranglée, je pensais toujours qu'on aurait le temps de se parler vraiment. On a passé des années à se voir au repas de famille, à parler de tout et de rien, de football, de politique, de la météo. Et je n'ai jamais eu avec lui la conversation que j'aurais voulu avoir. Je ne lui ai jamais dit à quel point il comptait pour moi. Je ne lui ai jamais demandé ce qu'avait été sa vie vraiment, ses rêves, ses regrets. Et maintenant, c'est trop tard. Ce que Michel décrivait, c'est quelque chose que les psychologues appellent le deuil des conversations non faites. Et c'est l'un des deuils les plus douloureux qui soit, parce qu'il est irréparable. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas avoir ces conversations après la mort. Mais voilà ce que j'ai dit à Michel et ce que je veux te dire à toi. Il y a peut-être encore des personnes dans ta vie avec qui ces conversations sont encore possibles. Des parents encore vivants, des amis avec qui tu t'es éloigné, des enfants à qui tu n'as jamais vraiment dit ce que tu ressentais. Ces conversations, tu peux encore les avoir, pas demain, pas quand tu auras le temps, maintenant. Le deuxième élément qui explique pourquoi nous négligeons nos liens, c'est la peur de la dépendance. Dans nos sociétés modernes, l'idéal est d'être autonome, indépendant, de ne pas avoir besoin des autres. Demander de l'aide est souvent perçu comme une faiblesse. Exprimer un besoin émotionnel est parfois vu comme un fardeau qu'on impose aux autres. Cette peur de la dépendance crée une forme de paradoxe douloureux. Pour ne pas paraître faible, pour ne pas déranger, pour ne pas demander trop, nous nous coupons progressivement des liens qui pourraient nous nourrir. Nous devenons autosuffisants en apparence, mais de plus en plus seuls en réalité. Et puis vient la vieillesse où la dépendance physique devient inévitable. Et là, pour ceux qui ont passé leur vie à refuser toute forme de dépendance, à ne jamais demander, à toujours donner sans recevoir, la confrontation avec cette réalité peut être absolument dévastatrice. Non seulement parce qu'ils ont besoin d'aide, mais parce qu'ils n'ont pas cultivé les relations dans lesquelles cette aide peut naturellement s'inscrire. Il y a quelque chose de profondément beau, je crois, dans l'acceptation de notre interdépendance. Nous ne sommes pas des îles, nous ne sommes pas faits pour être seuls. Nous sommes des êtres relationnels fondamentalement, et reconnaître cela, non pas comme une faiblesse, mais comme une vérité de notre nature, c'est le premier pas vers des liens plus authentiques et plus durables. Le troisième élément, c'est ce que j'appelle la dette émotionnelle. Beaucoup de gens arrivent à la vieillesse avec des relations abîmées par des conflits non résolus, des rancœurs accumulées, des blessures jamais soignées. Des frères et sœurs qui ne se parlent plus depuis 20 ans pour une histoire d'héritage, des enfants et des parents qui se sont perdus dans des malentendus répétés, des amitiés qui se sont étiolées sous le poids de déceptions non dites. Ces conflits non résolus sont comme des murs, ils empêchent la chaleur humaine de circuler. Et quand on vieillit, quand on devient plus fragile, ces murs peuvent transformer une maison intérieure en prison. La réconciliation n'est pas toujours possible. Il y a des blessures trop profondes et des situations trop complexes, mais dans beaucoup de cas, ce qui empêche la réconciliation, ce n'est pas l'impossibilité objective de la chose, c'est l'orgueil. C'est la peur de paraître faible et en faisant le premier pas, c'est la conviction que l'autre devrait s'excuser en premier. C'est l'habitude de la rancœur qui est devenue confortable à force d'être portée. Et pendant ce temps, les années passent et les occasions de réparer ce qui peut encore l'être s'amenuisent. Je pense souvent à cette phrase de l'auteur Lewis Mead qui disait « Pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que ce prisonnier, c'était toi ». Il y a dans cette phrase une vérité que j'ai vue se confirmer des centaines de fois dans mon travail clinique. Les personnes qui arrivent à la vieillesse avec le moins de regrets sont souvent celles qui ont su pardonner, non pas nécessairement pour l'autre, mais pour elles-mêmes. Celles qui ont choisi de déposer le poids de la rancœur avant qu'il ne devienne trop lourd à porter. Prenons maintenant un moment pour parler de quelque chose que je trouve particulièrement important et qui est souvent négligé dans les discussions sur la vieillesse et la solitude. C'est la question du rôle que nous jouons dans nos propres relations, pas seulement ce que les autres font ou ne font pas pour nous, mais ce que nous faisons, nous, pour maintenir et nourrir nos liens. Il y a une tendance très humaine, quand on souffre de solitude ou d'isolement, à se positionner comme victime des circonstances ou des autres. Les enfants sont ingrates, les amis sont occupés. La société est froide et individualiste, et tout cela est parfois vrai, mais s'arrêter là, c'est se priver de tout pouvoir d'agir. La question que je pose souvent à mes patients, et que je t'invite à te poser, c'est celle-ci. Qu'est-ce que tu apportes dans tes relations ? Pas ce que tu donnes matériellement, pas ce que tu fais pour les autres en termes de service, mais ce que tu apportes émotionnellement. Est-ce que tu es quelqu'un avec qui il fait bon être ? Est-ce que les gens se sentent bien en ta présence? Est-ce que tu sais écouter vraiment, pas seulement attendre ton tour de parler? Est-ce que tu sais exprimer ta gratitude, ta tendresse, ton affection? Ce sont des questions difficiles, elles demandent une honnêteté avec soi-même qui n'est pas toujours confortable, mais elles sont essentielles.
Parce que la qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre présence dans ces relations, j'ai connu un homme, appelons-le Robert, qui se plaignait amèrement que personne ne venait le voir. Il avait 65 ans, vivait seul depuis son divorce, et ses enfants adultes ne le contactaient que rarement. En l'écoutant, j'ai progressivement compris quelque chose. Robert avait une façon de parler qui épuisait les gens. Il monopolisait les conversations, ne posait jamais de questions sur les autres, transformait chaque échange en monologue sur ses propres problèmes et ses propres opinions. Il était fondamentalement incapable d'écoute véritable, et il n'en était pas conscient. Il croyait sincèrement être quelqu'un d'ouvert et de sociable. Mais ses interlocuteurs, eux, ressortaient de leurs échanges avec lui vidés, pas nourrices. Quand j'ai commencé à lui faire prendre conscience de cette dynamique avec douceur, avec précaution, sa première réaction a été défensive. Puis, progressivement, quelque chose s'est ouvert en lui. Il a commencé à travailler sur sa capacité d'écoute, à s'intéresser vraiment aux autres, à poser des questions, à laisser de l'espace dans les conversations, et peu à peu, ces relations ont commencé à changer. Ce n'est pas une transformation miraculeuse, ça a pris du temps, de l'effort, de la persévérance, mais Robert, à 67 ans, avait commencé à construire des liens plus authentiques. Parce qu'il avait accepté de se regarder en face et de changer ce qui pouvait encore l'être. Si ce contenu te parle, si tu sens que ces réflexions t'aident à mieux comprendre ta propre vie et tes propres relations, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à partager cet épisode à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, nous pouvons construire une communauté de personnes qui cherchent à vivre plus consciemment et plus pleinement. Parlons maintenant de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. La question de la transmission, et je ne parle pas ici de transmission matérielle, d'héritage financier ou de biens immobiliers, je parle de la transmission émotionnelle et relationnelle. Ce que nous transmettons à nos enfants, à nos petits-enfants, aux personnes qui nous entourent en termes de façon d'être en relation. Les recherches en psychologie du développement ont montré quelque chose de fascinant et parfois de troublant. Les modèles relationnels que nous avons intégrés dans notre enfance, ce que les psychologues appellent les styles d'attachement, influencent profondément la façon dont nous nous comportons dans toutes nos relations. Adultes. Et si nous n'en prenons pas conscience, nous les transmettons à notre tour à nos enfants. Un enfant qui a grandi avec des parents émotionnellement indisponibles, qui n'ont pas su répondre à ses besoins affectifs, développe souvent un style d'attachement anxieux ou évitant. Anxieux s'il a appris que les autres peuvent disparaître et qu'il faut sans cesse les retenir. Évitant s'il a appris que montrer ses besoins est dangereux et qu'il vaut mieux ne compter que sur soi. Ces styles d'attachement ne sont pas des condamnations. Ils peuvent évoluer, se transformer avec du travail sur soi, avec des relations réparatrices, avec une prise de conscience. Mais ils expliquent beaucoup de choses sur la façon dont nous construisons ou ne construisons pas des liens durables. Et ils expliquent aussi pourquoi certaines personnes arrivent à la vieillesse seules, non pas par manque d'opportunités relationnelles, mais parce qu'elles ont inconsciemment reproduit des schémas qui éloignent les autres. La bonne nouvelle, et c'est quelque chose que je veux que tu retiennes, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour comprendre ces schémas et commencer à les modifier. Le cerveau humain, même vieillissant, conserve une plasticité remarquable. Nous pouvons apprendre de nouveaux modes de relation à tout âge. Nous pouvons développer notre capacité d'empathie, notre aptitude à la vulnérabilité, notre habileté à maintenir des liens, même si nous ne l'avons pas fait pendant la majeure partie de notre vie. Mais cela demande une chose fondamentale, la volonté de regarder en face ce qui ne fonctionne pas, sans se rouger, sans se condamner, mais avec une honnêteté courageuse et une bienveillance envers soi-même. Je voudrais maintenant aborder une dimension souvent oubliée de cette question, le rôle de la communauté. Dans nos sociétés individualistes, nous avons tendance à penser les relations en termes de dyade, de couple, de PRR, moi et mon conjoint, moi et mes enfants, moi et mon meilleur ami. Mais les humains ont toujours vécu en communauté, en tribus, un groupe s'élargit. Et cette dimension communautaire de notre existence est quelque chose que nous avons progressivement perdu avec des conséquences importantes sur notre bien-être. Les études sur les populations les plus longévives du monde, ce que le chercheur Dan Buettner a appelé les zones bleues, ont mis en évidence quelque chose de frappant. Dans ces régions où les gens vivent le plus longtemps et en meilleure santé, que ce soit en Sardaigne, à Okinawa, à Crète ou dans certaines parties du Costa Rica, il y a toujours une forte culture communautaire. Les personnes âgées ne sont pas isolées dans des maisons de retraite. Elles sont intégrées dans la vie de la communauté. Elles ont un rôle, une fonction, une place reconnue. Elles transmettent leur sagesse aux plus jeunes. Elles sont entourées, visitées, incluses. Ce modèle contraste radicalement avec ce que nous observons dans beaucoup de pays occidentaux où la solitude des personnes âgées est devenue un problème de santé publique majeur.
En France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, des millions de personnes âgées vivent pratiquement sans contact humain significatif. Des études ont montré que la solitude chronique a des effets sur la santé comparables à fumer 15 cigarettes par jour. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité biologique. Alors que faire ? Comment recréer ce sentiment de communauté dans des sociétés où les liens traditionnels se sont effrités ? Il n'y a pas de réponse simple, mais il y a des pistes individuelles d'abord. S'engager dans des associations, des groupes, des collectifs, cultiver des liens de voisinage, ces liens de proximité géographique qui ont presque disparu dans nos villes modernes. S'investir dans des causes qui nous dépassent, qui nous connectent à quelque chose de plus grand que soi. Et des pistes collectives aussi, repenser la façon dont nos sociétés traitent leurs aînés. Créer des espaces intergénérationnels où les échanges entre jeunes et vieux sont naturels et valorisés. Reconnaître la valeur de la sagesse accumulée par l'expérience au lieu de la dévaluer systématiquement au profit de la nouveauté et de la technologie. Mais revenons à l'individu, à toi qui m'écoutes. Parce que si les changements sociétaux sont importants, ils prennent du temps. Et toi, tu as ta propre vie à vivre maintenant avec les ressources dont tu disposes. Je voudrais te parler de quelque chose que j'appelle l'investissement relationnel conscient. C'est une pratique simple, mais qui demande une décision délibérée. C'est l'idée de traiter ses relations comme on traiterait un jardin. Un jardin ne s'entretient pas tout seul, il demande de l'attention régulière, des soins, de la patience. Il faut arroser, tailler, nourrir le sol. Et en échange, il donne des fleurs, des fruits, de la beauté. Nos relations fonctionnent de la même façon. Elles ne s'entretiennent pas par magie. Elles demandent du temps, de l'attention, de la présence. Un appel téléphonique régulier à un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, une lettre écrite à la main à un parent âgé, un repas partagé avec des voisins, une conversation vraie, sans téléphone, sans distraction, avec quelqu'un qu'on aime. Ces gestes peuvent paraître petits, mais ils sont les briques avec lesquelles on construit des liens durables. Et ces liens durables sont ce qui nous soutient quand la vie devient difficile, quand on vieillit, quand on a besoin d'être entouré. Si tu trouves de la valeur dans cette conversation, si ces mots t'accompagnent dans ta réflexion sur ta propre vie, pense à laisser un commentaire, à partager cet épisode. Chaque partage est une façon de dire à quelqu'un que tu penses à lui, que tu veux lui offrir quelque chose d'utile. Je voudrais maintenant aborder quelque chose de plus intime, de plus personnel. La question de ce que nous attendons de nos enfants. Parce que dans la question qui est au cœur de cet épisode, qui prendra soin de toi dans la vieillesse? La réponse que beaucoup de gens ont en tête, c'est mes enfants. Et c'est une réponse qui mérite d'être examinée avec beaucoup de soin et d'honnêteté. Dans de nombreuses cultures traditionnelles, le soin des parents âgés par leurs enfants est une norme sociale et forte, presque sacrée. Les enfants ont une dette envers leurs parents qui les ont mis au monde, nourrissent, élevés. Il est normal, naturel, attendu qu'ils rendent cet amour en prenant soin d'eux à leur tour. Mais dans nos sociétés contemporaines, cette norme s'est fragilisée. Les enfants vivent souvent loin de leurs parents, dans d'autres villes, parfois dans d'autres pays. Ils ont leur propre vie, leurs propres contraintes, leur propre pression professionnelle et familiale. Et l'idée qu'ils pourraient ou devraient prendre soin de leurs parents vieillissants comme leurs parents ont pris soin d'eux enfants. Cette idée est souvent irréaliste dans le contexte de vie moderne. Cela ne veut pas dire que les enfants n'ont pas de responsabilité envers leurs parents, mais cela veut dire que ces responsabilités doivent être négociées, discutées, adaptées à la réalité de chacun. Et que compter uniquement sur ses enfants comme filet de sécurité pour la vieillesse est souvent une stratégie fragile. Il y a aussi quelque chose de plus profond à examiner ici. La qualité du lien entre parents et enfants adultes dépend beaucoup de la façon dont la relation a été construite pendant toutes les années précédentes. Des parents qui ont été contrôlants et envahissants, qui ont utilisé la culpabilité comme outil de relation, qui n'ont pas respecté l'autonomie de leurs enfants, ces parents-là ne peuvent pas s'attendre à ce que leur enfant se précipite à leur chevet avec joie et amour. Et des enfants qui ont grandi dans des familles où l'amour était conditionnel, où ils ne se sont jamais sentis vraiment vus ou acceptés. Ces enfants-là portent souvent des blessures qui compliquent leur capacité à prendre soin de leurs parents vieillissants. Je ne dis pas cela pour culpabiliser qui que ce soit, je le dis pour inviter à une réflexion honnête. Si tu veux que tes enfants soient là pour toi dans ta vieillesse, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de construire maintenant une relation authentique avec eux. Une relation basée sur le respect mutuel, sur l'amour sans condition, sur la capacité à reconnaître ses erreurs et à s'excuser quand c'est nécessaire. Et si cette relation a été abîmée, il n'est pas trop tard pour commencer à la réparer. Pas en faisant semblant que rien ne s'est passé, pas en achetant l'amour par des cadeaux ou des gestes matériels. Mais en ayant ces conversations difficiles, en disant ce qui n'a pas été dit, en demandant pardon pour ce qui a blessé, en montrant une vraie volonté de changer.
Ces conversations-là sont parmi les plus courageuses qu'un être humain puisse avoir, mais elles sont aussi parmi les plus transformatrices. Parlons maintenant d'un autre aspect de cette question qui est souvent passé sous silence, la dimension spirituelle ou existentielle de la vieillesse. Je n'utilise pas le mot spirituel dans un sens religieux nécessairement, mais dans le sens d'une relation à quelque chose qui dépasse le quotidien à un sens, à une profondeur. Les personnes qui vieillissent le mieux dans ma pratique et dans la littérature scientifique sont souvent celles qui ont une forme de paix intérieure. Pas une paix naïve, pas une paix qui nie les difficultés ou les pertes, mais une paix qui coexiste avec la réalité même dure de la vie. Une paix qui vient d'avoir accepté sa propre histoire avec ses ombres et ses lumières, d'avoir trouvé un sens à sa vie, même imparfaite, d'avoir cultivé une forme de gratitude pour ce qui a été, même si tout n'a pas été comme on l'aurait voulu. Cette paix intérieure n'est pas un luxe, c'est une ressource fondamentale pour faire face aux défis de la vieillesse, et elle se cultive comme toutes les choses importantes tout au long de la vie. Elle se cultive par la pratique de la pleine conscience, cette capacité à être présente dans l'instant sans se perdre dans les regrets du passé ou les angoisses du futur. Elle se cultive par la pratique de la gratitude, cette habitude de remarquer et d'apprécier ce qui est beau et bon dans sa vie, même dans les moments difficiles. Elle se cultive par la pratique du sens, cette recherche de ce qui donne de la valeur et de la direction à notre existence. Et elle se cultive aussi, je crois, par la confrontation honnête avec sa propre mortalité. Parce que la vieillesse, inévitablement, nous rapproche de la fin, et la façon dont on se rapporte à cette réalité influence profondément la qualité de ces dernières années. Les études sur les personnes en fin de vie, notamment les travaux de la psychologue australienne Bronnie Ware, qui a passé des années à accompagner des mourants, révèlent quelque chose de poignant. Les regrets les plus fréquents en fin de vie ne sont pas d'avoir manqué de succès professionnel ou d'avoir manqué d'argent. Ils sont d'avoir manqué de courage pour vivre une vie authentique. D'avoir trop travaillé au détriment de ses proches, de ne pas avoir exprimé ses sentiments, de ne pas avoir maintenu ses amitiés et d'avoir laissé le bonheur pour plus tard, ce plus tard qui n'est jamais venu. Ces regrets sont autant de boussoles pour ceux d'entre nous qui ont encore du temps. Ils nous disent ce qui compte vraiment, ils nous invitent à réorienter nos priorités avant qu'il ne soit trop tard. Prenons un moment de silence intérieur. Si tu peux, ferme les yeux quelques secondes. Demande-toi, si je me retrouvais en fin de vie, qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait? Quelle conversation n'aurais-je pas eue? Quelle gêne n'aurais-je pas entretenue? Quel pardon n'aurais-je pas accordé ou demandé? Et maintenant, demande-toi, est-ce que je peux commencer à faire ces choses aujourd'hui? La réponse, presque toujours, est oui, pas parfaitement, pas tout de suite, mais un premier pas aujourd'hui est possible. Je voudrais te parler d'une femme que j'ai accompagnée pendant plusieurs années, appelons-la Hélène. Hélène avait 72 ans quand elle est venue me consulter pour la première fois. Elle était veuve depuis 5 ans, ses 2 fils vivaient à l'étranger et elle décrivait une vie de plus en plus rétrécie. Elle sortait peu, voyait peu de monde, passait ses journées dans un appartement qui lui semblait de plus en plus grand et de plus en plus vide. Ce qui m'a frappé chez Hélène, c'est qu'elle n'était pas une personne naturellement introvertie ou asociale. Dans sa jeunesse et dans sa vie de famille, elle avait été très active, très entourée. Mais après la mort de son mari, elle avait progressivement abandonné la plupart de ses activités sociales, comme si la solitude était devenue une habitude, une peau dont elle ne pouvait plus se défaire. Nous avons travaillé ensemble sur plusieurs choses. D'abord sur le deuil de son mari qui n'avait pas été vraiment traversé mais plutôt contourné. Ensuite sur la peur du regard des autres, cette crainte d'être perçue comme une vieille femme seule, pitoyable. Et enfin sur ce qu'elle appelait elle-même son manque d'envie, cette apathie qui l'avait envahie et qui lui faisait croire qu'elle n'avait plus rien à offrir, plus rien à recevoir. Progressivement, avec beaucoup de douceur et de patience, Hélène a recommencé à s'ouvrir. Elle a rejoint un club de lecture dans son quartier. Elle a repris contact avec une ancienne amie qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Elle a commencé à écrire ses mémoires, non pas pour les publier, mais pour elle-même, pour mettre de l'ordre dans sa propre histoire. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. En retrouvant un lien avec les autres, Hélène a retrouvé un lien avec elle-même. Elle s'est rappelée qui elle était, ce qu'elle aimait, ce qu'elle avait à partager. Elle est devenue dans son club de lecture quelqu'un que les autres appréciaient vraiment, pour son intelligence, son humour, sa capacité à écouter. À 75 ans, Hélène avait reconstruit un tissu relationnel qui lui donnait un sentiment d'appartenance et de valeur. Elle n'était plus seule.
Pas parce que la vie avait été magiquement transformée, mais parce qu'elle avait fait des choix différents, des choix courageux, des choix vers les autres plutôt que vers le repli. L'histoire d'Hélène me rappelle quelque chose que je crois profondément. Il n'est jamais trop tard pour recommencer à vivre vraiment, pas dans le sens d'une illusion de jeunesse retrouvée, mais dans le sens d'une présence authentique à sa propre vie et à ceux qui l'entourent. Si ce que je partage aujourd'hui te donne envie de faire un pas vers les autres, vers toi-même, vers une vie plus connectée et plus pleine, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Chaque semaine, nous explorons ensemble des thèmes qui touchent au cœur de ce que c'est qu'être humain. Il y a un aspect pratique de cette question que je voudrais aborder maintenant parce que je ne veux pas rester uniquement dans le domaine des émotions et des réflexions. La question de qui prendra soin de toi dans la vieillesse a aussi une dimension très concrète, très pratique, qui mérite d'être pensée. Prendre soin de quelqu'un qui vieillit, c'est un acte d'amour, mais c'est aussi un acte qui demande des ressources, de l'organisation, parfois des sacrifices importants. Et dans nos sociétés où les familles sont souvent géographiquement dispersées, où les femmes qui ont historiquement été les principales aidantes ont maintenant des carrières professionnelles à plein temps, où les systèmes de protection sociale sont sous pression, la question du soin des personnes âgées est devenue une question complexe et souvent douloureuse. Je pense aux aidants familiaux, ces millions de personnes qui prennent soin d'un parent âgé, souvent au détriment de leur propre santé, de leur propre vie sociale, de leur propre bien-être. Ces personnes méritent une reconnaissance et un soutien que notre société ne leur accorde pas suffisamment. Elles portent un poids considérable, souvent dans la solitude et le silence. Je pense aussi à ceux qui n'ont pas d'enfants ou dont les enfants ne peuvent pas ou ne veulent pas prendre ce rôle. Ils doivent trouver d'autres formes de soutien, d'autres façons d'organiser leur vieillesse. Et cela demande une anticipation, une préparation que beaucoup de gens repoussent parce qu'elle oblige à se confronter à des réalités inconfortables. Anticiper sa vieillesse, c'est un acte de responsabilité envers soi-même et envers les autres. C'est penser à son logement, à ses finances, à ses soins de santé, mais c'est aussi penser à son réseau de soutien. À qui pourrait être là dans les moments difficiles, à comment maintenir des liens qui durent. Je ne dis pas qu'il faut tout planifier dans les moindres détails, la vie est trop imprévisible pour ça. Mais je dis qu'une certaine forme de réflexion consciente sur ces questions, bien avant que la vieillesse ne soit imminente, est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Et cette réflexion peut commencer par des questions simples. Qui sont les personnes dans ma vie sur qui je pourrais compter si j'avais besoin d'aide? Est-ce que j'entretiens ces relations activement? Est-ce que je participe à des communautés, formelles ou informelles, qui pourraient me soutenir? Est-ce que j'ai eu des conversations nettes avec mes proches sur mes souhaits et mes besoins pour la vieillesse? Ces conversations-là sont souvent difficiles à initier. Elles touchent à des peurs, à des tabous, à des questions que personne n'a envie d'aborder, mais elles sont nécessaires. Et les familles qui ont eu ces conversations, qui ont pu parler ouvertement de ce que chacun peut ou ne peut pas faire, de ce que la personne âgée souhaite, de comment les responsabilités peuvent être partagées. Ces familles traversant les défis de la vieillesse avec beaucoup moins de conflits et de souffrances que celles qui ont évité le soufflet jusqu'à ce qu'une crise les y oblige. Parlons maintenant de quelque chose qui me semble fondamental et qui est peut-être la clé de tout ce que nous avons exploré jusqu'ici. C'est la question de l'amour de soi. Pas dans le sens narcissique, pas dans le sens d'une complaisance envers ses propres défauts, mais dans le sens d'une relation bienveillante et honnête avec soi-même. Voilà ce que j'observe, et les personnes qui ont le plus de mal à construire et à maintenir des liens durables sont souvent celles qui ont le moins de bienveillance envers elles-mêmes. Celles qui s'érougent constamment, qui se trouvent insuffisantes, qui ont honte de leurs besoins, qui croient au fond d'elles-mêmes qu'elles ne méritent pas d'être aimées vraiment. Cette conviction, souvent inconsciente, est comme une prophétie auto-réalisatrice. Si je crois que je ne mérite pas d'être aimé, je vais me comporter d'une façon qui éloigne l'amour. Je vais soit me montrer trop demandant, soit me fermer complètement. Je vais saboter les relations qui pourraient être nourrissantes. Je vais m'isoler pour éviter la douleur d'un rejet que j'anticipe. Cultiver l'amour de soi, c'est apprendre à se traiter avec la même bienveillance qu'on accorderait à un ami cher. C'est reconnaître ses besoins sans honte, c'est accepter ses limites sans se condamner. C'est se pardonner ses erreurs passées tout en s'engageant à faire mieux. Et paradoxalement, plus on est en paix avec soi-même, plus on est capable d'être vraiment présent pour les autres. Parce qu'on n'est plus dans la défense, dans la peur, dans le besoin constant d'être rassuré. On peut donner librement, recevoir avec gratitude et laisser les relations se développer naturellement. C'est une pratique de toute une vie, mais c'est une pratique qui vaut chaque effort qu'on y consacre. Je voudrais aussi dire quelques mots sur la solitude elle-même parce que je ne veux pas donner l'impression que la solitude est toujours quelque chose à fuir ou à combattre.
Il y a une différence importante entre la solitude choisie et la solitude subie. Entre le besoin sain de se retrouver seul, de se reconnecter avec soi-même, et l'isolement douloureux qui vient d'un manque de lien. La solitude choisie est une ressource. C'est dans ces moments de silence et de retrait que nous pouvons entendre notre propre voix intérieure, que nous pouvons intégrer nos expériences, que nous pouvons nous retrouver nous-mêmes. Les grandes traditions de sagesse, qu'elles soient philosophiques, religieuses ou contemplatives, ont toutes valorisé cette forme de solitude comme nécessaire à la croissance intérieure. Mais cette solitude choisie est saine précisément parce qu'elle s'inscrit dans un contexte de lien. On peut se retirer temporairement du monde parce qu'on sait qu'on peut y revenir. On peut être seul sans se sentir abandonné parce qu'on a des liens qui nous ancrent. La solitude problématique, celle qui abîme, c'est celle qui est imposée, involontaire, prolongée. Celle qui vient d'un manque de liens, d'un sentiment d'invisibilité et d'un sentiment de ne pas compter pour personne. Cette solitude-là est une souffrance réelle, avec des effets réels sur la santé physique et mentale. Et dans notre monde moderne, cette solitude-là touche de plus en plus de personnes, à tous les âges, mais particulièrement les personnes âgées. C'est un problème de société qui mérite une attention collective, mais aussi une réponse individuelle. Chacun d'entre nous peut contribuer à réduire la solitude autour de lui, en prenant le temps d'appeler un voisin âgé. En s'arrêtant pour une vraie conversation plutôt qu'un simple bonjour de politesse, en incluant les personnes âgées de son entourage dans sa vie sociale. Ces gestes sont petits, mais ils ont un impact réel. Et ils nous rappellent que nous sommes tous, à notre façon, responsables les uns des autres. Approchons maintenant de la fin de cette conversation et je voudrais rassembler les fils de tout ce que nous avons exploré ensemble. La question qui était au cœur de cet épisode, qui prendra soin de toi dans la vieillesse, n'est pas une question à laquelle on peut répondre simplement. Elle n'a pas de réponse unique, universelle, garantie. Mais elle révèle quelque chose d'essentiel sur notre façon de vivre et de nous relier aux autres. Elle révèle si nous avons cultivé des liens authentiques ou si nous nous sommes contentés de liens superficiels. Elle révèle si nous avons été capables de vulnérabilité ou si nous nous sommes protégés derrière des murs. Elle révèle si nous avons su donner et recevoir un équilibre ou si nous avons déséquilibré nos relations par un excès de l'un ou de l'autre. Elle traite nu nos amitiés, soigner nos relations familiales, participer à des communautés. Elle révèle, en un mot, comment nous avons aimé. Et la dure vérité, celle que le titre de cet épisode annonçait, c'est que la vieillesse est souvent le miroir de la vie qu'on a menée. Pas un miroir cruel qui juge, mais un miroir honnête qui reflète. Ceux qui ont s'aimé des liens se retrouvent entourés. Ceux qui ont négligé leurs relations se retrouvent seuls. Mais voilà ce que je veux que tu retiennes avant tout, cette vérité n'est pas une condamnation. C'est une invitation. Si tu écoutes ces mots aujourd'hui, tu as encore du temps, tu as encore la possibilité de faire des choix différents, de cultiver des liens que tu as négligés, de réparer ce qui peut encore l'être, de construire pierre par pierre le tissu relationnel qui sera ton soutien dans les années à venir. Et même si tu te sens seul aujourd'hui, même si les liens que tu aurais voulu avoir ne sont pas là, il n'est pas trop tard. L'histoire d'Hélène nous l'a montré. À 72 ans, elle a recommencé à construire. À tout âge, le cœur humain reste capable d'amour, de connexion, de croissance. La vieillesse n'est pas la fin de la vie relationnelle. Elle peut en être l'approfondissement. Quand on n'est plus dans la course de la productivité, quand on a plus de temps, plus de recul, plus de sachets s'accumuler, on peut parfois avoir des relations plus profondes, plus authentiques, plus vraies qu'à aucun autre moment de sa vie. Il y a une beauté dans la vieillesse que notre culture refuse souvent de voir. La beauté de quelqu'un qui a traversé la vie avec tout ce qu'elle comporte de joie et de peine et qui a acquis une forme de compréhension, de douceur, de patience que la jeunesse ne peut pas encore avoir. Cette beauté-là mérite d'être reconnue, célébrée, transmise. Alors je t'invite à la fin de cet épisode à faire une chose concrète, une seule chose. Pense à une personne dans ta vie avec qui tu voudrais renforcer le lien, quelqu'un que tu n'as pas appelé depuis trop longtemps, quelqu'un à qui tu n'as jamais dit ce que tu ressentais vraiment, quelqu'un avec qui tu voudrais te réconcilier et prends la décision de faire un pas vers cette personne aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, un message, un appel, une lettre, un geste, quelque chose de simple mais de sincère et vois ce qui se passe. Les liens ne se construisent pas en une fois, ils se construisent geste après geste, présence après présence, vérité après vérité. Mais chaque geste compte, chaque pas dans la direction de l'autre est ton pas dans la direction d'une vie plus pleine, plus riche, plus humaine. Nous avons exploré ensemble aujourd'hui des territoires qui ne sont pas toujours confortables. La peur de la solitude, les liens négligés, les schémas relationnels hérités, les conversations non faites. Les réconciliations différées, la mort et les regrets qu'elles suscitent, mais nous avons aussi parlé d'espoir, de la plasticité du cœur humain, de la possibilité de changer à tout âge, de la beauté des liens authentiques.
De la richesse que la vieillesse peut apporter quand elle est vécue dans la connexion et dans la paix, je crois profondément que chacun d'entre nous mérite d'être entouré, soutenu, aimé dans ses années de vieillesse. Ce n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, c'est quelque chose que nous pouvons tous construire à notre rythme avec nos moyens à partir de là où nous sommes. Et si ce chemin te semble difficile, si tu te sens seul face à ces questions, souviens-toi que tu n'es pas seul à te les poser. Des millions de personnes partout dans le monde se posent les mêmes questions, ressentent les mêmes réponses, et c'est précisément pour cela que ces conversations sont importantes. Pour que nous sachions que nous ne sommes pas seuls dans notre humanité. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci pour ta présence, ton attention, ta confiance. Si cet épisode t'a été utile, si ces réflexions ont touché quelque chose en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être un ami qui traverse une période de solitude, peut-être un parent âgé qui se pose ces questions, peut-être quelqu'un qui, comme toi, cherche à vivre plus consciemment et plus pleinement. Chaque partage est une façon de dire à l'autre « je pense à toi, tu comptes pour moi » et c'est déjà en soi un beau geste d'amour. On se retrouve dans le prochain épisode pour continuer ensemble ce chemin vers une vie plus profonde, plus connectée, plus humaine. Prends soin de toi et prends soin de ceux qui t'entourent.